Bonjour et bienvenue à ce 35e épisode du podcast de Board Game Québec. Et très content d'être de retour après une petite pause, environ à peu près 2 mois là, sur le podcast, un petit peu plus que 2 mois. Et aujourd'hui, j'en profite, on est en début d'année, on est en janvier 2018 et j'en profite pour vous parler justement de mon top des jeux 2017. Donc tous les jeux qui sont sortis en 2017 que j'ai eu la chance de jouer. J'ai fait un top 10 de ça et donc c'est le sujet ici principal de l'épisode. Sujet qui va s'étaler aussi par rapport aux expériences de jeu, vu que je vais reparler pas seulement du top 10, mais aussi de tous les jeux de 2017 que j'ai joués rapidement, brièvement bien sûr, mais je voulais en parler de tous les jeux, donc c'est pour ça que l'épisode est entièrement dédié à ça, ainsi qu'aussi mes derniers achats, donc tout ce que j'ai acheté durant la pause que j'ai fait sur le podcast. Et donc, sans plus tarder, on va commencer avec les nouvelles. Alors, pour débuter les nouvelles, je voulais quand même commencer par annoncer un peu le nouveau fonctionnement du podcast. Je vais faire un épisode par mois à partir de maintenant au lieu de un épisode aux 2 semaines, puisque je veux aussi continuer à faire des vidéos sur la chaîne YouTube. Là, si jamais vous n'étiez pas au courant, je fais aussi des vidéos de parties en solo ainsi que des déballages sur la chaîne YouTube de Board Game Québec. Et le podcast se retrouve là également en vidéo, si ça vous intéresse de voir ça en vidéo, de me voir moi parler de jeux au lieu de m'écouter, mais vous m'écoutez aussi, mais vous me voyez aussi devant un mur de jeu, là, ça fait une petite affaire de différent. J'essaie aussi de mettre quelques images des jeux également que je parle. Donc c'est ça, je vais essayer de faire ça une fois par mois pour me garder du temps aussi pour les vidéos parce que ça vient assez lourd de faire tout l'ensemble de tout ça, puis j'aime ça faire les deux, donc j'ai décidé d'y aller un par mois pour les podcasts et aussi pour les vidéos, ça va sortir selon le temps que j'ai et aussi pour la partie challenge solo que j'avais fait pour 2017, je vais faire aussi un épisode où je vais faire un wrap-up, un bilan là, de ce challenge-là. Prochainement, là, je ne sais pas encore quand, mais je vais vous présenter ça prochainement aussi sur le podcast et également sur la chaîne YouTube. Deuxième nouvelle, nouvelle plus par rapport au monde du jeu et non par rapport à la chaîne en tant que telle. C'est Stonemaier Games, dans leur dernière update de janvier 2018, ont sorti la dernière expansion, en fait annoncé la dernière expansion pour Scythe The Rise of Fenris, qui est une expansion qui va proposer un mode campagne de 8 parties. Si vous voulez pas jouer le mode campagne, en fait le mode campagne est un peu style Legacy, pas tout à fait Legacy parce que ça ne changera pas votre plateau de jeu, ça ne changera pas votre site en tant que tel. Et vous pouvez aussi rejouer le 8 campagne par la suite, mais ça va apporter des changements au cours de la campagne qui vont influencer le cours de ces parties-là. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis j'imagine que oui, on va pouvoir le jouer en solo aussi, là, de 1 à 5 ou 1 à 7, dépendant si vous avez l'extension qui rajoute 2 factions, là, l'extension. Les conquérants du lointain, j'ai oublié en français. En anglais, comment ça s'appelle? Invader from Afar, I think. Je pense. Désolé. Et puis, sinon, si vous ne voulez pas jouer en campagne, il y a 11 modules qui vont être intégrables au jeu. Donc, et vous allez pouvoir intégrer, je pense, le nombre que vous voulez dans chaque partie pour changer le cours des parties de Scythe. Et ils sont aussi toutes compatibles avec les extensions. D'ailleurs, j'ai aussi l'extension de Wind Gambit qui est sorti aussi juste avant les fêtes, que j'ai commandé mais j'ai pas encore reçu, que je devrais recevoir bientôt lorsque je vais faire livrer la commande. Et donc c'est ça pour Scythe. The Rise of Fenris, c'est une nouveauté et ça c'est prévu pour, je crois, le troisième Q3 2018, donc au troisième quartile de l'année. Donc ça donne quoi à peu près fin de l'été, là, on devrait avoir cette extension-là. Et donc ça fait le tour pour les nouvelles et là on va pouvoir passer au sujet principal de l'épisode.
Alors, pour le sujet principal de l'épisode, je voulais parler justement de mon top 10 des jeux de l'année 2017 et comment je vais faire ça. Je vais, comme j'ai mentionné en début, je vais diviser ça en deux. Donc là, avant de parler de mes derniers achats, je vais parler de tous les jeux qui ne font pas partie de mon top 10 et que j'ai joué. Aussi, comment j'ai procédé pour le top 10. Je voulais au moins avoir joué 2 parties du jeu pour le placer dans le top 10. Donc, ça réduisait un peu le nombre aussi. Mais je voulais quand même mentionner un peu tous les jeux, là, les nouveautés de 2017 que j'ai eu la chance d'essayer cette année. On parle de 53 jeux différents ici que j'ai essayé cette année dans les jeux de l'année 2017. Et je suis allé avec les dates de Board Game Geek et non avec, comme mettons, Terraforming Mars qui est sorti en 2016, mais 2017 en français, là, je ne l'ai pas inclus parce que, bon, j'ai considéré 2016 pour sa sortie. Donc, je suis allé un peu dans cette optique-là. Et pour le, mettons, position 53 à 11, là, il n'y a pas vraiment de classement, là. C'est plus, j'ai sorti tous les jeux, puis j'ai pas fait de classement pour ça. Puis... Pour le top 10, ben là, après ça, vous allez pouvoir avoir une idée de qu'est-ce que j'ai le plus apprécié pour les jeux de 2017. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec Vikings Gone Wild, un jeu qui a quand même fait assez fureur au début d'année quand même, là, quand ça a sorti. Un jeu que j'ai essayé une fois. J'avais bien apprécié ma partie que j'avais joué de ce jeu-là. J'avais apprécié le concept un peu du deck building un peu différent. La façon aussi d'aller chercher, les cartes étaient un peu... ressemblait un peu à du Dominion, pas tout à fait, mais où il y avait certaines piles de cartes. Puis il y avait aussi le concept de ne pas reprendre ces cartes qui était intéressant aussi dans ce jeu-là. J'avais bien apprécié Vikings Gone Wild. Après ça, j'ai Viral aussi, que j'ai sorti un peu plus tard dans l'année. On avait joué à 2 joueurs, c'est peut-être pas la configuration idéale, quoique ça te permet de faire plus de choses. Ce que j'ai compris par rapport si on est beaucoup plus de joueurs, ça devient difficile de planifier parce qu'il faut planifier ses actions d'avance. Et si quelqu'un d'autre nous absorbe ou fait une autre action qui nous retire notre microbe de l'endroit où on voulait aller, où on était, parce qu'il faut décider par exemple si on est dans l'estomac, on va planifier une action à partir d'un microbe qui est dans l'estomac, mais si on se le fait absorber, on perd notre action, donc c'est un petit peu dommage, mais j'avais trouvé le concept du jeu quand même intéressant de contrôle de territoire des parties du corps humain à 2 joueurs, ça avait quand même été très intéressant, donc ça c'était Viral. Wasteland Express Delivery Service, un autre jeu qui est sorti à peu près en milieu d'année. Un jeu intéressant aussi de pick up and deliver dans un monde post-apocalyptique. Et d'ailleurs, David, professeur Board Game, et Martin de la zone de jeux de société ont fait une vidéo, là, un blitz ludique par rapport à ce jeu-là. Donc, je vous invite à aller voir ça si vous voulez avoir plus de détails. J'avais bien apprécié l'expérience de jeu de ce jeu-là un peu. Et ça me faisait penser un peu à du Merchants and Marauders, mais dans un autre style. Puis, c'est sûr, il y a d'autres aspects différents. Il y a un boss aussi qui arrive en cours de partie. Je sais qu'il y a plusieurs façons de jouer ce jeu-là également. Mais la partie que j'avais jouée, j'avais bien apprécié le petit pick up and deliver avec des objectifs, soit des objectifs qu'on peut aller piger ou il y en a comme un. Ça faisait un beau petit mélange pour ce jeu-là. Ensuite, j'ai également essayé Yamatai. Yamatai, encore là en milieu d'année également. Un jeu que j'avais bien aimé. Je crois que je préfère Five Tribes parce qu'il a été beaucoup comparé, mais oui puis non, là, c'est quand même pas le même style de jeu pareil. Mais sans plus, là, j'avais pas été super impressionné ou super emballé. Là. C'est pas un jeu, je pense que je l'ai essayé une fois puis peut-être que je rejouerai si on me le propose. Mais sans plus, là, c'est pas un jeu que je vais ajouter à ma collection, c'est certain. Mais j'avais pas détesté ça non plus. Il y a Unlock aussi, que j'avais essayé un des scénarios de la première boîte là, en début d'année. J'avais bien aimé quand même Unlock, sauf que je trouvais comparé à un vrai escape room que on était loin quand même de ça, vu que c'était juste un système de cartes. Ça venait intéressant, mais des fois,
comment ça fonctionne Unlock, c'est avec des additions de chiffres. Puis il n'y a pas de spoiler ici. Puis des fois, t'as un peu un indice si le chiffre que tu additionnes n'est pas là finalement dans le paquet. Donc ça... C'est intéressant, mais des fois ça peut... Je sais pas, j'avais pas été super impressionné, mais j'avais aimé ça aussi en même temps. C'était un peu mélangé, puis j'ai hâte de voir, là, j'ai reçu, je n'en parlais tantôt, mais j'ai reçu Exit, puis lui, je crois que ça va être encore plus intéressant, j'ai hâte de l'essayer. Too Many Bones, un jeu que Martin de la zone de jeux de société nous a fait essayer au LAL. Au lac à l'épaule ludique, j'ai participé en novembre où on essayait plein de nouveautés des scènes et d'autres jeux aussi que Martin nous avait apporté, ce jeu-là qu'il avait commandé. Donc Too Many Bones, j'ai été grandement impressionné par ce jeu-là. Je suis pas un fan de jeux de dés où on va on va subir un peu notre chance, mais celui-là, on est capable d'optimiser nos dés, on est capable d'améliorer notre personnage, d'améliorer ses dés. J'avais bien apprécié ce jeu-là, j'ai d'ailleurs supporté lorsqu'il y a eu une autre campagne, là, Too Many Bones, pour 2 joueurs. J'ai pris le plus petit kit possible parce que c'est quand même un jeu qui est dispendieux. Mais j'avais bien apprécié le Too Many Bones, un jeu que je m'attendais pas à aimer comme ça, mais ça a été vraiment le fun de faire un scénario là, à 4 joueurs. Ça a été quand même long, mais j'avais bien été agréablement surpris par Too Many Bones. Également Tournament at Camelot, qui est un petit jeu de cartes de levée, que je pourrais dire, avec des petits pouvoirs spéciaux. Je me souviens plus de tout de ce jeu-là, mais je me souviens j'avais trouvé ça un peu long pour ce que c'était, mais ça me permettait de jouer quand même à beaucoup de monde. Donc, Tournament at Camelot. Sentient, que j'ai essayé il n'y a pas si longtemps que ça. Bon petit jeu quand même, agréablement surpris. Encore là, on lance tous nos dés, puis avec la valeur des dés, on va aller chercher des cartes qui va nous permettre de faire des points, dépendant si on les place de la bonne façon, puis il y a certains critères à respecter sur les cartes qu'on va placer. Donc ça, j'avais bien aimé. Sentient. Secret, un petit jeu de rôle caché. J'avais essayé au LAL aussi, David de Professor Board Game qui l'avait apporté. Intéressant aussi, un petit concept qu'on peut pousser la carte à l'autre. On pige toujours 2 cartes, si je me trompe pas. Soit on la donne à un autre joueur, ou soit on la garde, on réalise l'action. Puis nos rôles, ils changent aussi en cours de partie. Fait que c'était quand même sympathique. On était 4 joueurs. Ça, c'est peut-être pas le best pour un jeu de rôle caché, mais c'était quand même agréable pareil. Raxon, un jeu que je m'attendais pas à aimer, mais j'ai vraiment aimé ça. C'est un espèce de puzzle avec des zombies, mais qu'on doit guérir, en fait, ouais, guérir toutes les... guérir ou les faire évacuer. Là, je me souviens pas exactement les habitants dans la ville, mais il y a beaucoup de zombies aussi qui vont nous faire du dommage. Il va y avoir des épidémies, je me trompe pas aussi. Mais c'est un petit puzzle qu'on va essayer il y a une grille, puis on va essayer de déplacer les personnages. Puis on a chacun des pouvoirs spéciaux aussi en tant que personnage. J'avais joué à 4 joueurs, là, j'avais vraiment apprécié Raxon. Je m'attendais pas à aimer ce jeu-là. C'est une boîte qui dit pas grand-chose. Là. C'est 2 gros X pour les 2 gros X de Raxon. Puis, non, j'ai bien aimé Raxon comme jeu. Puis, je sais qu'il se joue aussi en solo. Fait que ça me semble être intéressant comme type de puzzle. Ensuite de ça, il y a aussi The Ruhr, A Story of a Cold Trade, que j'en avais parlé, là, je pense, dans un épisode assez récent, même si ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode. Et qui est un jeu qui était sorti à SN. Et jeu vraiment très intéressant où on est sur le long d'une rivière. Je crois même que j'en ai parlé dans une expérience de jeu, si je me trompe pas. Pour The Ruhr, là, c'est... De mémoire, oui, j'en ai parlé. Puis un jeu que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Peut-être que je vais ajouter à ma collection éventuellement.
Mais un jeu avec le concept du charbon qu'on essaie d'aller expédier soit dans des usines ou jusqu'au port. Puis ça nous fait faire des points, bien évidemment. Parce que c'est un jeu qui faut faire des points comme la plupart des jeux. Mais j'avais bien apprécié l'expérience de The Ruhr, A Story of a Cold Trade. Un autre jeu de SN que j'avais essayé au LAL, Rajas of the Ganges, qui est d'ailleurs disponible dès maintenant, là, depuis peu là, en magasin. Un jeu avec une course, une espèce de course en fait, un système de pointage assez particulier où on va avoir une piste de gloire et une piste de points ou d'argent. Ouais, une piste d'argent. Le but, c'est de faire croiser ces deux pistes-là. Et lorsqu'elles se croisent, ça déclenche, un des joueurs dès qu'il croise, ça déclenche la fin de la partie. Et lui qui a le plus grand écart entre ces croisements est le vainqueur. Donc il n'y a pas un total de points à avoir. Mais la partie que j'avais jouée, on était 4 justement. Et il y a un joueur qui a fait croiser ses deux pions. Puis finalement, c'est le seul qui a réussi à le faire. Moi, j'étais très loin derrière, très loin avant de croiser tout ça. Mais j'avais bien apprécié l'expérience, un placement de travailleurs avec encore là plein de petits éléments, avec des dés, oui, c'est vrai. Il y a des dés dans ce jeu-là. C'est un placement de dés. D'ailleurs, vous savez que j'aime bien les placements de dés, mais lui avec une mécanique différente justement au niveau des points. Un jeu que j'aurais bien envie de réessayer, de rejouer. Donc, Rajas of the Ganges. Je pense que je vais essayer d'accélérer un peu parce que je pense que ça va être peut-être un peu trop long comme épisode si je suis rendu à peu près à mon 41e. Mais je vais dans l'ordre inverse, donc j'ai après une dizaine de passés. Queen Domino, que j'ai aussi essayé cette année, mais j'ai pas été... J'ai resté un peu sur mon appétit, mais c'est sûr que je l'ai essayé en 5x5. Hein, puis je trouve que King Domino ou Queen Domino en 5x5, c'est pas... t'as pas assez le temps de développer quelque chose d'intéressant. Donc, il faudrait vraiment que je refasse un essai avant de me conclure, de me donner un verdict par rapport à Queen Domino. Mais qui rajoutait justement les petits bâtiments qu'on peut construire. C'était intéressant, mais il manquait peut-être encore un petit peu plus de jus là, pour se dire que c'était un jeu qui avait plus d'aspect stratégique gamer par rapport à King Domino. Là. Donc, c'est ça pour Queen Domino. J'ai essayé aussi Montana. Un petit jeu de course. Ouais, c'est une espèce de course à faire une ligne, je me trompe pas, dans une espèce de territoire, puis il faut enligner 6 où ça donne des points bonus. Je me souviens pas exactement, mais je sais que de mémoire, c'est pas faire le plus de points possible comme jeu, mais il y a un déclenchement qui se fait, puis ensuite, sur le territoire, si on a fait une ligne de telle longueur, je crois qu'on est déclaré vainqueur, mais c'est quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement, mais de mémoire, c'est pas des points qu'il faut faire. J'avais bien apprécié la petite expérience. C'est pas un jeu qui m'a marqué plus que ça non plus, mais j'avais pas détesté non plus. C'était Montana. Mini Rails que j'ai essayé au LAL, un jeu que j'avais sur ma liste là, de jeux que je voulais essayer cette année. Un jeu où on va construire des tracks de chemin de fer, mais on va aussi acheter des actions. Pas nécessairement acheter des actions, mais prendre une couleur d'action d'une des compagnies de train. Et puis, de mémoire, ça fait déjà longtemps que j'ai joué. Ah oui, de mémoire, c'est ça. Il y a une des couleurs. À chaque round, on va choisir deux couleurs qu'on va jouer. Soit qu'on va acheter des actions, soit qu'on va placer des trains de cette compagnie-là sur le plateau. Et suite à ça, à la fin de la partie, on sait lequel des compagnies va faire des points, va nous faire des points ou va nous faire perdre des points dépendant si on est dans le négatif ou dans le positif au niveau des actions de cette compagnie-là. Donc, un petit concept intéressant. Là, je pense que c'est pas très clair comment je l'ai expliqué, mais j'avais quand même bien apprécié. Pas nécessairement, pas déçu, mais je m'attendais peut-être un petit peu plus, mais c'était quand même pas mauvais. Mais faudrait vraiment que j'y rejoue là, à Mini Rails
pour me faire un meilleur avis sur ce jeu-là. Majesty for the Realm. Majesty for the Realm, un autre jeu que j'ai joué une fois. Un petit concept intéressant on va chercher des cartes de différents personnages qu'on va acheter. Il y a un système d'achat à la Century Spice Road où on va payer pour aller chercher des cartes qui sont plus loin dans la pile. Pas dans la pile, mais dans la file de cartes. Et on accumule toujours et de plus en plus de jetons qui sont des points. Tout simplement, on ne les dépense jamais. C'est des petits travailleurs qu'on va dépenser. Et on va faire des combos qui vont nous permettre de générer plus de points. Il y a des cartes que des autres vont aller chercher qui vont nous faire des points. Fait que c'est juste une empilade de points, mais c'était quand même assez intéressant aussi. Un petit jeu sympathique. Elapagos, que je me souviens plus c'est quoi son nom en français. Galerapagos, si je me trompe pas. Un jeu que j'ai rien compris. Pas j'ai rien compris, mais le but c'est de quitter l'île. On est tous ensemble. On était une dizaine de joueurs. Je pense qu'on est au maximum, peut-être 12 joueurs. Mais plus ça va, il faut ramasser du bois et de la nourriture aussi. Puis à un moment donné, on vient à un point qu'on n'est peut-être pas capable de nourrir tout le monde. Mais quoique notre partie allait quand même bien, mais il y a du monde qui ramasse des fusils et tout ça. Puis là, ça se met à vouloir s'abattre. Puis comment ça s'est terminé? Ça s'est juste terminé dans une tuerie de ceux qui avaient les fusils se sont entretués. Puis finalement, on avait assez... Parce que le but, il faut construire des radeaux pour que tout le monde s'échappe. Puis on avait... Finalement, après la séquence de mort, on avait assez de radeaux pour le monde qui restait. Donc, on a comme gagné, mais c'était comme bizarre comme fin. Là. J'ai pas trop compris le truc, mais bon, c'était quand même drôle, mais c'est pas un jeu qui est vraiment dans ma palette, mais c'était un peu drôle comme fin. Gang Rush Breakout. Petit jeu de course avec des obstacles sur un pont. Un jeu que vous avez peut-être déjà vu là, avec le gros pont. Puis on essaie de traverser ça d'un bout à l'autre. Mais il y a une façon aussi... la façon que je l'avais joué, mais c'est on y allait puis on revenait. Donc on faisait un aller-retour sur le pont. On peut sauter à certains endroits. On a des habiletés spéciales avec nos voitures. J'avais bien aimé ça, moi, des petits jeux de voitures comme ça, j'aime bien. Puis on peut tirer sur les autres aussi. Donc très intéressant. J'avais bien apprécié l'expérience de Gang Rush Breakout. The Expanse Board Game, une partie qu'on n'a pas complétée. Un jeu qui devait être dans le style, pas dans un style d'influence comme un peu Twilight Struggle, mais dans The Expanse, je pense, c'est une série de science-fiction. Donc on est dans un univers de science-fiction. Là, on se déplace sur différentes planètes. On a différentes factions. J'avais trouvé intéressant, on pouvait jouer jusqu'à 4, mais peut-être petit défaut qui faisait que c'était compliqué, c'est que les cartes, au lieu de les avoir dans nos mains, étaient disponibles à tous, donc c'était écrit petit sur le texte, sur les cartes, donc c'était pas toujours évident de savoir quelle carte faisait quoi. Puis jeu d'influence comme ça il était supposé durer 1 heure, je crois, comme jeu, mais finalement, ça s'étirait, puis on a finalement pas terminé la partie. Peut-être que des jeux comme ça, je pense que c'est meilleur à 2, aussi quand on a les cartes dans nos mains. Je pense que GMT font une bonne job avec ça. Et là, c'était peut-être pas la meilleure expérience. Je pense que j'y rejouerais, mais je suis pas un amateur non plus de science-fiction, puis je connais pas non plus de Expanse. Je pense que c'est une série, là, comme je disais, une série de science-fiction. Mais toujours des concepts que j'aime quand même, là, des jeux d'influence. J'aurais aimé ça voir jusqu'à la fin qu'est-ce que ça aurait donné. Mais malheureusement, bon, c'est pas rendu jusque-là. Gaia Project, le successeur à Terra Mystica. Successeur très, très proche en fait. C'est pratiquement juste une rethématique du jeu. Ils ont amélioré quelques petits éléments. Dans l'espace, ça se déroule un peu différemment au niveau aussi du terraformage des planètes. Il y a les pistes aussi qui étaient... Avant, c'était les dieux. Là, il y a plus de trucs qu'on va faire sur ces pistes-là. Surtout comme comment ça va nous coûter pour terraformer, etc. Pour se déplacer aussi. Les distances, comme avec les bateaux, les distances de vol... jusqu'où on peut aller, c'est sur les pistes de Dieu et au lieu d'être sur nos pistes de personnages. Les petits tokens de plastique, moi je préfère, je pense, les éléments en bois de Terra Mystica. C'est pas un jeu que je suis content de l'avoir essayé pour pouvoir comparer
mais je préfère quand même Terra Mystica. De un, le prix est moins cher, et de deux, je préfère les thèmes qui sont pas dans l'espace, donc je pense que il n'y avait pas assez de changements majeurs pour me dire « Ah, ça vaut vraiment la peine de payer 125-130$ pour un jeu qui va être pareil à l'autre. » Ensuite, j'ai Alexandria. Un jeu, peut-être que vous avez déjà joué, vous avez déjà entendu parler de VAS, de Crystal Caverns, je me trompe pas, où on va avoir tous des rôles asymétriques. Mais Alexandria, c'est un peu le même principe. On va être dans la bibliothèque d'Alexandria, justement, et on va avoir chacun des rôles différents. Comme moi, il fallait que je sauve des lutrins ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement c'était quoi mon rôle, mais j'avais une tâche spécifique. Il y en a un qui mettait le feu, ou ouais, je pense qu'il mettait le feu, ou il éteignait les feux, je me souviens plus exactement. Et puis là, la bibliothèque s'effronte de plus en plus. C'était un peu, puis on l'avait joué très tard aussi, là. C'était au LAL, peut-être à 3-4 heures du matin, donc c'était peut-être pas la meilleure expérience, mais j'avais quand même aimé ça. Je pense que j'y rejouerais juste pour voir le potentiel de ce jeu-là, avec les rôles asymétriques. C'était quand même intéressant. Ensuite, un autre, le gros jeu qui était supposé être, le jeu lourd des scènes, Agra, qui avait pas nécessairement plu à toutes. Encore là, je l'avais joué au LAL avec David, professeur Board Game, Martin, les deux Martins, là, Société des jeux, puis Zone jeux de société. Que j'avais écouté les règles avant de d'autres joueurs qui avaient joué, puis on a réussi à mettre ça en place. Ça avait quand même été long et expliquer le tout. Il y avait beaucoup de choses et l'iconographie n'est pas nécessairement excellente. J'avais quand même apprécié le jeu en tant que tel, de transformer des ressources avec les différents niveaux de bâtiments. Il y a peut-être des choses qui marchaient peut-être plus ou moins, parce qu'on peut utiliser les bâtiments mais ils ne sont pas construits, mais les construire ça nous donne des trucs. Mais je sens peut-être pas que c'est si nécessaire que ça. On pouvait aller aussi exporter des ressources sur des bateaux à des nobles. On pouvait aller donner des faveurs aussi aux dieux. Concept intéressant, mais il faudrait vraiment que j'y rejoue juste pour me redonner une idée. Mais je suis comme pas prêt à l'acheter. J'ai l'impression que peut-être qu'il va sortir une ou deux fois, puis après ça, on va peut-être avoir fait le tour où on va se dire ouais, peut-être pas, il manque peut-être un peu de cohésion entre tous les éléments du jeu, mais j'avais quand même apprécié, puis je trouvais que le jeu était beau aussi et graphiquement, même si des fois c'était pas toujours évident de voir qu'est-ce qu'elle est où. Donc pour Agra, c'est ce qui fait le tour pour ça, très brièvement. Ensuite, Bunny Kingdom, j'ai bien aimé, un petit jeu de draft. Je trouvais qu'il y a peut-être un petit peu trop de chance, sûr que la draft habituellement élimine ça, mais vu qu'il faut construire plusieurs royaumes, puis je pense qu'un plus grand royaume va nous donner plus de points à la fin, si je me trompe pas, mais il faut avoir, c'est comme un peu, c'est une grille avec des lettres et des chiffres. Et la carte qu'on va avoir, mettons, va nous permettre de placer un petit lapin sur J7, par exemple. Mais si, mettons, on veut vraiment une des places, si on la pige pas ou si quelqu'un d'autre la pige avant nous, on ne pourra pas y aller, ou ça se peut qu'elle sorte même pas. Donc ça va peut-être un peu refroidi. Mais c'était quand même sympathique comme petit jeu. Content de l'avoir essayé, mais sans plus pour moi. Azul, ça c'est un jeu qu'il faut que je me procure absolument. Je pense que tout le monde aussi en a parlé là, dans leur dernière review de l'année ou quoi que ce soit. Là, c'est un jeu vraiment excellent. Petit concept de tuiles de céramique où il faut les accumuler. Les différentes lignes vont avoir une accumulation différente à obtenir pour pouvoir les placer sur notre grille. Il faut faire attention aussi pas d'en mettre à terre parce que ça nous fait perdre des points. Concept très très intéressant, petit jeu abstrait très le fun. J'avais essayé à 3 joueurs, vraiment bien apprécié.
Je pense que je vais mettre la main dessus dès que je le revois en magasin. Il est peut-être même là, de nouveau disponible, parce que je sais qu'il y avait il avait été obligé de les retirer parce qu'il y avait une erreur de règle en français. Donc c'est à voir, mais je pense qu'un jeu que je risque de rejouer en 2018, Azul. Je vais en passer un peu, que j'ai moins aimé, parce que là, le temps file. Vikingar, The Conquest of Words, un jeu que j'avais déjà parlé dans d'autres épisodes du podcast lorsqu'il était en prototype, un jeu québécois. Vikingar que j'ai rejoué récemment avec ma famille. On plus ou moins apprécié. Ils trouvaient ça peut-être un peu long. On n'a même pas terminé la partie, malheureusement. On va essayer de le réessayer avec d'autres joueurs. C'est peut-être moins leur style de jeu. Je trouve qu'il y avait quand même un concept intéressant. Puis je mettrais vraiment, moi, il y a une variante dans les règles qui permet de mettre déjà la porte du Valhalla à un certain endroit, qu'on sait déjà elle est où, au lieu de la chercher puis d'avoir trop de chance par rapport à cet aspect-là. C'est un jeu, j'ai hâte de rejouer. Les composantes sont vraiment super belles avec le plateau circulaire. Donc Vikingar. Custom Heroes, un jeu que oui, j'ai bien apprécié en 2017. À 4 joueurs, beaucoup plus fun qu'à 2 joueurs. À 2 joueurs, c'était intéressant aussi, mais ça venait, puis il y a une règle qu'on n'avait pas fait, qu'après 7 manches, on termine. Donc ça s'était étiré un peu, beaucoup trop pour un jeu qui est supposé être une demi-heure 45 minutes. Mais quand j'avais rejoué à 4 joueurs, j'avais bien apprécié le concept du trou de cul, mais avec des cartes qu'on peut modifier, puis des plus gros chiffres, etc. On peut avoir même des chiffres négatifs, donc ça crée un peu des paires différentes, puis des fois on est capable de modifier, puis c'est vraiment une petite stratégie quand même à avoir dans les sleeves qu'on est capable d'aller chercher. Donc Custom Heroes, très, très sympathique comme petit jeu. Alors il m'en reste peut-être une dizaine à parler là, avant de passer pas aux expériences de jeu, mais à mes derniers achats. Je vais essayer d'aller rapidement. Sweet Spot. Petit jeu de tennis que je vais vous présenter d'ailleurs, là, une session de jeu prochainement, une session de jeu en solo prochainement de Sweet Spot. Très intéressant comme petit jeu. Il manque peut-être un peu de fignolage sur le jeu. Vous irez le voir dans la vidéo si ça vous intéresse comme jeu de tennis. Concept intéressant, mais qui s'étire peut-être un peu trop, mais quand même bien pareil. Bar Park, petit jeu de placement de tuiles très léger, course au point. Les parties se ressemblent un peu au final. Là, il y a des objectifs qui peuvent être différents, mais ça finit un petit peu tout le temps de la même façon. Il faut optimiser notre placement de nos tuiles, mais j'apprécie quand même d'y rejouer de temps en temps. Ticket to Ride Germany. Un jeu que j'ai acquis récemment, vous allez voir tantôt. La version donc Allemagne de Les Aventuriers du Rail, qui est un petit peu différente avec des passagers qu'on peut aller récupérer, qui va avec des majorités va donner des points qui sont quand même assez importants. Donc il y a plusieurs stratégies qu'on peut avoir. Une stratégie différente en fait de pas seulement placer des trains ou de compléter nos cartes, mais aussi d'aller chercher des passagers qui peuvent être très payants à la fin d'une partie. Donc ça c'était très bien aussi. Les expériences que j'ai eues avec Ticket to Ride Germany. Planétarium, c'est vrai qu'il est sorti en 2017, mais en début d'année, c'est un Kickstarter que j'avais reçu là, en février probablement, que j'ai bien apprécié. J'avais fait d'ailleurs une partie en solo là, que j'ai présenté déjà très longtemps. Planétarium, un jeu où on va tout simplement on va piger des cartes d'objectifs de différentes difficultés, puis on va tenter d'accumuler des ressources sur différentes planètes et tout simplement faire ces points-là. Et à la fin, il faut être sur les différentes planètes si on veut faire différents objectifs par rapport à ces planètes-là. Donc un concept très intéressant avec un plateau où on déplace les planètes et les ressources, là. Donc très bien, Planétarium. Brienne's, formidable aussi, qui est sorti en 2017. Un petit jeu que j'apprécie jouer en famille, où on va justement récolter soit des fruits, soit
des petites bestioles, des petits insectes, soit on va creuser notre nid. Un jeu où on va, à chaque tour, on va avoir toujours une fourmi de plus. Tout le monde va en faire une nouvelle. Et on va avoir justement des objectifs à accomplir, avoir 3 bleuets, etc. Et souvent, toutes les fois que je l'ai joué, c'est avec les objectifs visibles pour tout le monde. Donc tout le monde se bat un peu pour les mêmes trucs. Donc ça, je trouvais ça très intéressant. Puis toujours plaisant à ressortir, formidable. Dice Forge, un jeu que j'ai bien apprécié là, en 2017. J'ai joué une ou deux fois, peut-être 2 fois. Moi, je pense que j'ai joué au moins 2 fois. Puis j'ai bien apprécié là, l'expérience de construire ces dés. Ça, je l'ai peut-être pas assez joué pour voir est-ce qu'il y a différentes stratégies ou à un moment donné, on vient à stagner. On a entendu parler pendant un petit bout, puis après ça a quand même retombé plus mort. Hein, comme dans le monde du jeu, c'est pas mal ça. Le hype, il dure un certain temps, puis c'est pas trop long qu'on n'entend plus parler, puis on passe au prochain. Mais j'ai bien apprécié Dice Forge, un jeu que j'ai pas dans ma collection. Que je ne pense pas ajouter parce que ça ne joue pas nécessairement en solo. Mais un petit jeu intéressant. Tiny Epic Quest, qui est sorti aussi en 2017. Kickstarter que j'avais supporté avec le Item Meeple, qui était un gros truc, mais qui finalement ne sert pas à grand chose. Mais ça fait beau sur les petits Meeples, mais bon, c'est plus un petit gadget que d'autres choses. Jeu quand même intéressant en solo aussi. Jeu que j'aime pas expliquer par contre, parce qu'on dirait qu'il n'y a pas d'ordre une bonne façon d'expliquer ce jeu-là. Donc c'est un peu... c'est un concept intéressant, mais qui est pas... je sais pas, il s'explique juste pas très bien. Donc c'est un peu ça mon point de Tiny Epic Quest. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo en solo. Qui est un challenge intéressant, assez difficile aussi à faire. Également, j'ai joué à Mot pour Mot. Mot pour Mot, un petit jeu que je me suis procuré aussi récemment, que j'avais déjà essayé avant aussi au cours de l'année. C'est une réédition de World on the Street, fait par le Scorpion Masqué. Un jeu où on peut jouer jusqu'à 12 joueurs, si je ne me trompe pas. Et que on va tout simplement avoir des lettres au centre d'une rue et on va tenter d'attirer 6 lettres de notre côté. Il y a 2 paliers de chaque côté. Donc, puis on bouge les lettres à chaque fois qu'on l'utilise dans un mot. On pige une carte, il y a une catégorie, puis on essaie de trouver un mot qui va déplacer des lettres vers nous le plus possible. Il y a une petite stratégie à avoir aussi pour ramener certaines lettres qui sont proches d'être prises par l'adversaire. Donc, un petit concept intéressant, autant le fun à 2 joueurs. J'avais joué à 2 puis à 4. Puis aussi le fun, puis j'imagine qu'à plusieurs encore, ça peut être aussi très intéressant. Century Spice Road. Oui, Century la route des épices, sorti en 2017 aussi. Hein. Et j'ai joué quand même beaucoup de parties cette année, une dizaine et plus, je pense. Et un bon petit jeu quand même. Là, je pense que j'ai fait le tour. Ça revient un petit peu toujours au même. Là, on essaie différentes stratégies, soit d'aller un peu plus vite, mais c'est quand même pas évident de dire je vais prendre juste des petites cartes. Finalement, ça marche peut-être pas super bien, mais ça dépend de la stratégie des autres joueurs aussi. Jeu qui se déclenche après un certain nombre de commandes complétées. Je pense qu'on a entendu beaucoup parler de Century, mais quand même un jeu que j'ai apprécié dans l'année, mais qui risque de ne pas ressortir beaucoup en 2018. Quoique pas une extension, mais le deuxième volet de la série va sortir, c'est Eastern Wonders, si je ne me trompe pas, et qui, je pense avec des bateaux cette fois-là, puis je pense qu'on va pouvoir combiner les deux. J'ai hâte de voir, peut-être que ça va me le faire ressortir à ce moment-là. Cat Lady, bien apprécié ce petit jeu de draft là, un peu à la Sushigo, où on va avoir une grille, puis on va prendre une grille de 3x3, on va prendre tout le temps une colonne de cartes ou une rangée, puis avec ces cartes là, on va essayer il y a des chats aussi qu'on va essayer d'aller chercher, les nourrir, quand ils sont nourris, ils donnent des points à la fin. Petit concept intéressant, on peut aussi accumuler des jouets, accumuler des costumes, etc. Il y a différents éléments qui peuvent nous donner des points, puis c'est assez sympathique comme petit jeu. Cat Lady.
Anachronie, et oui, Anachronie ne fera pas partie de ce top 10, vous le sachez maintenant, tout simplement parce que j'ai pas accroché aux parties que j'ai jouées pour l'instant. J'ai juste joué en solo par contre, jeu que j'ai jamais encore sorti en multijoueur, qui semble... Puis là déjà, ça fait déjà un bout que j'y ai joué, donc ça me prendrait sûrement un petit moment à retomber dedans puis le réexpliquer et tout ça. Faut que je le ressorte en 2018, au moins retenter une autre expérience, parce que tout le monde... C'est vrai que l'Automa marche super bien, mais j'ai pas tant accroché au jeu plus que ça. Donc peut-être l'univers qui m'accrochait pas, ou juste... Pour l'instant, ça n'a pas accroché plus que ça pour Anachronie. Peut-être que j'avais trop d'attentes. Ensuite, Sagrada aussi, que j'ai joué en 2017, comme peut-être beaucoup d'entre vous. Un jeu super intéressant avec des dés où on va faire un vitrail. Et avec des conditions de dés tout simplement où on ne peut pas placer deux dés de la même sorte, du même chiffre côte à côte, adjacent et non plus de la même couleur. Et aussi on a une tuile avec certaines restrictions à respecter, certaines couleurs de dés à certains endroits ou certains chiffres. On a des petits pouvoirs spéciaux aussi qu'on peut avoir. On a un objectif de couleur de dés à avoir le plus possible et on va cumuler la somme de ces dés-là. Ça, c'est peut-être mon petit bémol du jeu, c'est que des fois, on peut être plus chanceux que l'autre par rapport à ça. Mettons que nous, notre couleur, c'est rouge, puis il y a beaucoup de 6 rouges qui sont sortis, qu'on a réussi à aller les chercher. Ça risque de nous avantager, parce qu'il y a quand même beaucoup de points qui se fait avec ça à la fin de la partie. Mais un jeu très sympathique, Sagrada, que j'ajouterais bien à ma collection éventuellement, mais il est toujours non disponible quand j'arrive pour me le procurer. Einstein, His Amazing Life and Incomparable Science, un petit jeu de placement de tuiles avec des tuiles d'une forme un peu spéciale. On n'a pas entendu beaucoup parler. Il vient de... ça a été un Kickstarter que j'avais supporté et je pense qu'il est sorti peut-être en fin d'année au ASN, quelque chose comme ça, disponible en magasin. Un jeu très intéressant. J'ai juste essayé la version de base. Il y a une variante un petit peu plus poussée aussi dans le jeu qu'on peut jouer, mais je ne l'ai pas encore essayé. Mais j'ai bien apprécié ce jeu-là à 4, à 3, à 2 joueurs. Un placement de tuiles un peu comme un Patchwork ou un Bar and Park, mais où on va tout construire sur la même pièce, puis on peut se servir des tuiles des autres pour faire certaines patterns de forme, avec des cartes d'objectifs qu'on va avoir. C'est un concept très intéressant, Einstein. The Lost Expedition, et non, il ne fait pas partie non plus de mon top 10, passé proche. Jeu très intéressant, The Lost Expedition, mais très difficile, où j'ai juste joué en solo. Où on va tout simplement tenter de traverser la jungle, se rendre, je me souviens plus où, un temps perdu, là, mais j'ai vraiment un blanc ici, un blanc de mémoire, mais c'est pas grave. Et avec les cartes, il y a quand même la chance dans les cartes dans l'ordre qu'on va les piger, ou dans certains moments on a un choix comment les placer, mais pas tout le temps. Puis des fois, ça peut être très frustrant, mais toujours très le fun. Puis ça sort bien, c'est rapide à placer. Puis c'est rapide à perdre aussi. Donc The Lost Expedition. Et finalement, mon dernier jeu, avant d'entamer le top 10 après la courte pause, c'est Ex Libris. Et oui, Ex Libris ne fait pas non plus partie de mon top 10. Jeu que j'ai beaucoup apprécié autant en solo qu'en multijoueur. Bon, c'est sûr que plusieurs personnes vont dire la première partie peut être plus difficile parce que c'est écrit très petit sur les cartes. Il faut peut-être se référer de temps en temps dans le livret de règles. Et il faut toujours placer des nouvelles tuiles, donc ça met peut-être un peu de temps mort à chaque ronde de jeu. Mais une fois qu'on a fait cette étape-là, moi je l'avais joué en solo, donc des fois c'est un petit peu moins tannant de défricher le jeu de cette façon-là. Et puis, jeu que j'ai grandement apprécié, la vidéo solo que j'avais fait aussi, j'avais bien apprécié le jeu. Et j'avais bien apprécié aussi le jouer en multijoueur. Il y a des personnages qui semblaient plus forts que d'autres par contre. C'est ce que j'avais cru remarquer dans les différentes parties.
Mais au final, un très bon petit jeu Ex Libris où on va faire une belle bibliothèque. Ça fait des super beaux résultats à la fin de tout ça. Donc, ça fait le tour là, des jeux qui sont exclus de mon top 10 pour pour les jeux de 2017, désolé. Donc, des jeux de 2017. Et là, on va passer là, à mes derniers achats avant de réembarquer dans le top 10 avec vraiment les positions 10 à 1. Alors, pour mes derniers achats, donc les achats des 2 derniers mois environ, là, de novembre et décembre, je vais passer très rapidement là, sans trop rentrer dans les détails. J'ai reçu Clans of Caledonia, un Kickstarter que j'avais supporté. J'ai reçu également Charterstone, que j'avais commandé, que j'ai acheté en magasin tout simplement. Exit the Game, la cabane abandonnée, c'est le scénario que j'ai reçu. Là, j'ai reçu ce jeu-là pour durant le temps des fêtes. J'ai aussi acheté For Sale, un jeu que j'avais déjà, que j'avais pu, puis là, je voulais revoir dans ma collection. Également, j'ai reçu à Noël Lorenzo il Magnifico. Très bon petit jeu, je l'ai essayé une fois, j'ai bien apprécié l'expérience. Oh My Goods, Longsdale in Revolt, donc j'ai acheté l'extension pour jouer à Oh My Goods, et d'ailleurs vous avez la vidéo en solo là, qui est sortie très récemment sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller voir ça. Très bon petit jeu là, qui coûte très peu cher, c'est une dizaine de dollars pour Oh My Goods, une dizaine de dollars pour l'expansion. Pour un 20$, vous avez une vingtaine de dollars, vous avez un très bon jeu en solo de cartes de gestion de ressources très intéressant avec une petite histoire là, dans l'extension Longsdale in Revolt. J'ai acheté aussi Tikal, un jeu en fait que j'ai reçu à Noël. Un jeu qui est dans la même série là, que Mexica. Ensuite, Vikingar, que j'ai reçu également. Mot pour mot, que je vous ai parlé tantôt, que j'ai acheté, celui-là, que j'avais acheté pour le temps des fêtes. J'ai d'ailleurs joué un peu, peut-être moins que je pensais, mais je l'ai joué avec ma mère, puis c'était quand même très le fun en duel. Je trouvais que le jeu était très bien fait aussi. Ticket to Ride Germany, que j'ai parlé tantôt également. Et finalement, celui-là, je l'ai acheté aussi. Et finalement, un autre que j'ai acheté grâce à une vidéo de Martin de la Société des Jeux, c'est Roll Through the Ages, The Bronze Age. C'est un jeu qui date de 2008, là, qui date d'un petit peu plus longtemps, mais qui a un solo assez intéressant. Puis même, ça a l'air très le fun aussi à plusieurs, là, avec des dés où on va accumuler des ressources pour construire notre empire dans Roll Through the Ages. Alors, ça complète là, pour les derniers achats. J'ai passé assez rapidement. Ça vous donne un petit peu d'aperçu des jeux que j'ai reçus à Noël et que j'ai aussi acheté durant le temps où j'ai pas fait d'autres épisodes du podcast. Et sans plus tarder, on va aller passer tout de suite aux expériences de jeu en fait qui sont dédiées à aux positions 10 à 1 de mon top de jeu, top 10 de jeux 2017, je vais finir par le dire, donc sans plus tarder, on s'en va voir ça. Alors, mon numéro 10 des jeux de 2017, je risque d'en surprendre plusieurs. Peut-être que c'est pas un jeu qui est grandement connu ou apprécié de beaucoup, mais c'est le jeu Cold Water Crown, que j'aime particulièrement, autant en solo qu'en multijoueur. Thématiquement, il est vraiment très le fun. C'est un jeu de pêche la thématique colle vraiment bien aux mécaniques de jeu où on va avec des appâts. Lorsqu'on vide nos appâts, on pêche un poisson dans différents endroits, dépendant de la couleur des appâts. C'est une course un peu à lui qui va pêcher le plus de poissons, les plus gros poissons aussi. C'est tout le temps, il y a des compétitions dans 3 secteurs. Lui qui a les plus gros poissons va faire plus de points. Et si on est le premier à pêcher 8 poissons de types différents, ça nous donne des points. Il y a aussi un autre à côté où on peut des chars. Je sais pas exactement la traduction, mais c'est d'autres poissons
d'autres, pas des poissons, mais mettons des crabes, etc., des trucs comme ça, d'autres espèces vivant dans la mer qui, avec les appâts qu'on va avoir utilisés, on va pouvoir les mettre sur ces cartes-là puis faire des points aussi avec ça. Donc, il y a différentes options intéressantes. Il y a quand même de la chance dans le jeu, faut pas se le cacher, mais je trouve que thématiquement, on sait pas le poisson qu'on va pêcher s'il est plus lourd. Il y a tout un range de poids pour chacun des poissons. Puis, je trouve que ça représente bien ce qu'est la pêche en particulier. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'avais comme pas le choix de le mettre dans mon top 10 parce que j'ai vraiment apprécié ce jeu-là en 2017. Donc, c'était Cold Water Crown au numéro 10. Mon numéro 9, c'est le jeu Lignum, la deuxième édition, qui est sorti en 2017. Lignum, tout simplement un jeu quand même assez lourd où on va aller bûcher du bois, on va essayer d'en faire des planches ou des rondelles. Avec ces planches-là, on va les revendre, on va y avoir certaines tâches à accomplir. On va aussi pouvoir les revendre pour de l'argent. L'argent vaut des points également, donc il y a plusieurs façons de faire des points. Il y a différentes étapes où on va aller récolter des travailleurs qui vont nous permettre d'aller bûcher le bois, aller scier le bois, etc. Puis ces travailleurs-là, on va les reperdre, puis on va toujours devoir aller les récupérer à chacune des phases. Ce qui est un concept très intéressant. Il y a l'hiver aussi qui se déroule un peu d'une façon différente. On peut transporter notre bois par radeau, par traîneau, etc. Donc, il y a plusieurs façons. Il y a plein d'aspects intéressants dans ce jeu-là que j'aime autour de la forêt, autour du bois. Donc, c'est pour ça que Lignum là, se retrouve dans mon top 10 de l'année. Donc, au numéro 9, c'était Lignum. Mon numéro 8, un jeu de train. Et oui, là, le premier jeu de train embarque, c'est le jeu Whistle Stop, qui est sorti cette année. Whistle Stop, un jeu où on va avoir un peu c'est du pick-up and delivery un peu. On va aller pas récolter, mais chercher certaines ressources qu'on va tenter de livrer au bout du plateau de jeu. Et à ce moment-là, notre train va sortir. On a plusieurs trains sur le plateau. Il y a une construction aussi, du placement de tuiles avec certaines tuiles qu'on va piger pour pouvoir faire avancer, construire les tracks de chemin de fer. Donc, chaque partie va être différente. Il y a le milieu du plateau qui nous permet de faire d'autres actions aussi avec des tuiles spéciales. Peut-être petit bémol au jeu, des fois, il y a un peu de chance par rapport aux tuiles qu'on va piger. Puis certaines tuiles vont nous permettre d'aller acheter des actions de certaines compagnies. Dépendant du nombre de joueurs, des fois ça peut varier, mais on avait essayé plusieurs éléments de jeu différents. On a essayé quelques petits changements aux règles par rapport aux actions, mais finalement ça ne changeait pas grand-chose. Fait qu'il y avait quand même un balancement qui était fait par rapport au nombre de joueurs malgré tout. Concept très intéressant, le Whistle Stop, un jeu que j'ai beaucoup apprécié. J'ai joué à plusieurs reprises. Ça fait longtemps que j'ai pas joué parce que on a tellement de jeux puis on essaye de tout le temps des nouveautés. Puis je joue malheureusement pas en solo, donc moins d'occasion de le sortir. Mais Whistle Stop a quand même marqué mon année 2017. C'est pour ça qu'il se retrouve au numéro 8. À mon numéro 7, on retrouve un jeu extrêmement épique avec un bateau qui est commandé par Nemo. Et oui, c'est bien Nemo's War, un jeu, la deuxième édition, parce que la première édition était sortie bien avant. Et Nemo's War, un jeu vraiment fantastique. Il y a quand même beaucoup de... il y a de la chance quand même avec les dés, faut pas se le cacher, mais il y a une stratégie quand même à avoir. Il y a plusieurs façons qu'on peut jouer le jeu, 4 façons différentes, 4 modes différents, puis qu'on peut changer aussi en cours de partie. Une petite histoire que oui, on peut embarquer dedans, mais peut-être plus ou moins, là, c'est vraiment le concept du jeu d'aller éclaircir les mers des pillards, des bateaux ennemis, puis ce concept-là qui est intéressant, mais c'est tellement difficile de faire des points, d'atteindre les points qui sont demandés. J'ai hâte d'y rejouer, de me remettre dans une partie de Nemo's War qui prend un bon 1h30, 2 heures, et plus, là, tout dépendant. J'avais d'ailleurs fait une partie en solo qui avait duré plus que 3 heures, là, que j'ai filmé. Si ça vous intéresse, si vous êtes très patient aussi d'aller voir ça, Nemo's War, vraiment très intéressant comme jeu. J'ai hâte de le ressortir. Comme je dis, ça prend un certain temps devant nous pour
pour vouloir y jouer. C'est pas une très longue mise en place, mais c'est un jeu qui va prendre quand même beaucoup de temps, mais qui est une aventure vraiment intéressante et extraordinaire. Donc, au numéro 7, c'est Nemo's War. Mon numéro 6, c'est le jeu The Colonist. The Colonist, un autre jeu épique qui va prendre un bon 3h30, 4h pour une partie en solo et un bon 8h si vous êtes 2 joueurs. Et j'ose pas imaginer combien d'heures si vous êtes plus que ça. Peut-être non recommandé à plus de 2 joueurs, mais quoique ça peut arriver sensiblement dans les mêmes heures, quoique vous pouvez aussi raccourcir la partie, vous n'êtes pas obligé de jouer toutes les heures du jeu, parce que le jeu se rallonge. Je vous dirais que c'est le temps de chaque âge est exponentiel. La première heure va aller assez vite, la deuxième un petit peu plus lent, troisième, encore là, ça ralentit, la quatrième est très longue, c'est très long au niveau de la pensée de qu'est-ce qu'on s'enligne, parce que le plateau de jeu agrandit à chaque ronde, à chaque âge en fait, mais à chaque tour de jeu, tout simplement. On place des nouvelles tuiles, des nouveaux éléments qu'on peut construire dans notre village. Vraiment un jeu super intéressant, super brain burner, mais vraiment ô combien intéressant. On finit avec un beau petit village, mais très difficile aussi à jouer, à planifier ces éléments pour être sûr que tous nos habitants vont être nourris pour pouvoir travailler, sinon ils ne peuvent pas travailler. En solo, vraiment très intéressant aussi, le challenge qui a été sorti, la variante officielle avec une des colonies. Il n'y en a pas ressorti d'autres malheureusement, là, parce qu'il y a plusieurs colonies dans le jeu, puis ils en ont juste fait une variante pour un type de colonie. J'imagine qu'ils vont en ressortir d'autres, j'espère éventuellement. Ça serait vraiment bien, mais le challenge c'est vraiment très intéressant. Donc, The Colonist, c'est mon numéro 6. Pour mon numéro 5, je vais peut-être en surprendre quelques-uns parce que le dernier top 10 que j'avais fait, il était au numéro 1. C'est un top 10 des jeux solo, mais là, c'est vraiment un top 10 que je fais en ce moment qui n'est pas nécessairement juste des jeux solo. Et je parle de Gloomhaven. Gloomhaven, qui est épique, intéressant et quand même long à sortir. Ça fait longtemps que j'ai pas eu le temps de le remettre sur la table puis de m'installer. Puis j'ai hâte de le refaire puis de continuer dans la campagne, d'avancer. Là, j'avais réussi à débloquer certains scénarios. J'ai hâte de me remettre dedans. Maintenant, j'ai fait tout l'insert. Puis j'ai acheté d'autres éléments aussi pour un classeur pour mettre les tuiles parce que ça venait long aussi également. Cette partie-là, tout ne rentre plus dans la boîte, mais je pense que c'est une concession à faire si on veut remettre en place le jeu plus rapidement à chaque fois qu'on veut le sortir. J'ai hâte d'avancer, de débloquer aussi de nouveaux personnages. Il y a tellement d'heures qu'il me reste à mettre dans ce jeu-là, mais je suis pas pressé non plus. Je vais sortir de temps en temps puis avancer cette campagne-là. Puis j'aime vraiment le concept du jeu, je suis pas un grand fan de Dungeon Crawler, mais celui-là, je trouve la mécanique des cartes est vraiment le fun, que ça me permet de vraiment apprécier chaque partie, le casse-tête qu'il y a sur la planification des mouvements pour pas devenir épuisé puis pas avoir de cartes. C'est ça, je trouve, c'est vraiment une mécanique très intéressante et qui est très le fun à jouer. Donc, mon numéro 5, c'est Gloomhaven. Pour mon numéro 4, c'est un Legacy qui est sorti en toute fin d'année. Et oui, je parle de Charterstone. Charterstone que j'ai embarqué, là, je suis à peu près à la moitié, mais je pense exactement à la moitié de la campagne Legacy en solo. Très intéressant, j'ai hâte. J'aimerais vraiment ça, je crois, faire une campagne avec d'autres joueurs aussi pour voir la différence parce qu'il y a des éléments, je crois, qu'en solo, ça fonctionne bien, mais je pense qu'il y aurait un intérêt plus intéressant à plusieurs joueurs, quoique j'ai quand même beaucoup de plaisir quand même, c'est juste un autre mode de jeu. Et les parties sont quand même assez rapides, là, 1 heure et demie. On a tout setupé, on a tout ramassé aussi. On a vécu l'aventure, puis on a fait évoluer tout ça. J'ai hâte de voir le plateau de jeu que ça va me donner à la fin, que je vais pouvoir rejouer aussi, je pense, avec si d'autres joueurs sont pas nécessairement intéressés à faire la campagne. J'ai l'impression que même si je l'ai fait en solo, j'espère qu'on va pouvoir le jouer à plusieurs. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc Charterstone qui est sorti là, à la toute fin d'année, a réussi à faire la 4e position, parce que j'ai réussi à jouer beaucoup à la fin de l'année parce que j'ai vraiment embarqué dans cette histoire-là. Donc Charterstone, c'est mon numéro 4.
Mon numéro 3, c'est un jeu que j'ai autant apprécié en solo qu'en multijoueur, et ça, c'est quand même un aspect important pour faire partie de ce top 10-là. C'est le jeu Lisboa. Lisboa, de l'auteur Vital Lacerda, qui fait des jeux qui sont excellents à chaque fois. J'ai adoré The Gallery, j'ai adoré Kanban. J'espère qu'un jour, je vais jouer à Vignos puis aimer ça aussi. Mais Lisboa... Vraiment un concept super intéressant de construction de ville, le pointage, comment ça fonctionne aussi, avec les rangées colonnes, avec aussi on va réparer la ville. Le but, c'est de reconstruire la ville après le tremblement de terre. Il y a les différents nobles aussi qu'on va aller voir pour faire différentes actions. C'est très serré au cours de la partie. Des fois, on va prendre la place que quelqu'un d'autre voulait placer un bâtiment, puis là, ça nous permet de faire plus de points. Il y a une petite course par rapport à ça. Il y a aussi des marchandises qu'on peut aller livrer avec nos bateaux. Il y a plein de petits éléments comme ça. En solo, c'est très le fun aussi, très compétitif. Là, Thomas fait aussi des points, puis on essaie de le battre. Puis il y a différentes étapes qu'on peut accomplir de plus pour être encore meilleur. Donc vraiment un ensemble, un jeu en son ensemble. Je l'aime aussi graphiquement, c'est pas nécessairement tout le monde qui l'aime. Moi je trouve qu'il est bien fait, qui est bien représentatif. Les composantes sont de super bonne qualité. Là. Ça vient avec Eagle Griffin Games. Et donc Lisboa pour son ensemble, un jeu que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai hâte de ressortir. Autant avec plusieurs joueurs qu'en solo. Donc Lisboa au numéro 3. En deuxième position, je crois que je vais en surprendre beaucoup. Peut-être oui et non, parce que c'est un jeu qui sort de ma gamme de jeux habituels, mais un jeu que je considère vraiment très 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 bien fait. Qui risque de rester longtemps qui risque d'embarquer dans mon top 10 aussi de jeux de tous les temps. C'est le jeu Photosynthesis. Oui, un jeu abstrait d'arbres, très simple, mais ô combien on peut avoir de la stratégie aussi avec la variante expert où on peut pas faire pousser d'arbres ni récolter du soleil, grandir d'arbres s'ils sont dans l'ombre. Donc, toute une stratégie différente. Avec la variante normale de base, très intéressant aussi quand on veut pas trop se casser la tête, mais ça reste stratégique quand même sur combien on va faire de soleil à chaque tour. Juste tout prévoir nos coups. C'est vraiment un jeu abstrait puis qu'on peut jouer à 4. Là, avec mon groupe de joueurs, on était 4. Puis on joue à des gros jeux là, que je parle souvent. Puis celui-là a vraiment été apprécié par tous. Juste pour toute la stratégie qu'on peut avoir dans ce jeu-là avec la variante expert, puis même, je pense même le jeu de base aussi, là, c'est vraiment excellent. Je peux le jouer avec ma famille, je pense que tu peux jouer avec n'importe qui ce jeu-là, puis tu vas avoir une expérience qui est fun à chaque fois, puis qui est simple en même temps, très bien fait, tout est écrit sur le plateau, c'est super beau aussi quand on le place sur le jeu avec les arbres en 3D. Donc pour l'ensemble de l'œuvre, là, Photosynthesis, c'est vraiment un coup de cœur, un jeu que j'apprécie beaucoup, qui va rester dans ma collection, c'est certain. Donc, au numéro 2, c'est le jeu Photosynthesis. Et on est rendu au numéro 1. C'est le jeu Clans of Caledonia que j'ai reçu en toute fin d'année, que j'ai essayé la première fois en novembre et que j'ai rejoué à plusieurs reprises depuis ce temps lorsque j'ai reçu ma copie en solo, très le fun aussi. C'est peut-être pas le meilleur solo au monde vu qu'il faut faire le plus de points possible, mais il y a toujours une pensée, comment on va se développer, etc. Il y a un petit casse-tête à avoir quand même. Mais toutes les parties que j'ai jouées, j'ai adoré ce jeu-là. Je pense à de nouvelles stratégies à chaque fois que je rejoue. C'est dans la veine un peu de Terra Mystica où on va débloquer des choses sur notre plateau qui vont nous faire produire des choses. Aussi, les différents clans qui permettent des stratégies différentes. Il y a certains clans qui semblent pas tout à fait balancés par contre, mais j'ai l'impression que plus on va connaître le jeu, plus on va trouver qu'ils sont balancés parce qu'il faut juste opter pour une stratégie différente dépendant du personnage qu'on a. Ça, c'est l'impression que j'ai plus je joue de parties.
Vraiment, en plus, tout est dans une petite boîte. Oui, il y a un petit peu de placement au départ, mais c'est tout sur notre plateau. Sinon, le reste se place quand même rapidement dans l'ensemble. Puis c'est vraiment le jeu qu'on a le goût. Là. C'est rare, ça arrive, mais que tu joues une partie, tu fais bon, je pense qu'on va en jouer un autre parce que c'est vraiment le fun juste de repenser. Ok, je préfère ça de telle façon. Puis chaque partie va être différente. Les 4 tuiles modulables permettent d'avoir un plateau qui est différent à chaque fois. 16 configurations possibles quand même, très intéressant. Puis les parties vont être différentes pareil, juste avec le placement des joueurs. C'est un jeu où il faut quand même faire des contrats. Là. On se le cachera pas. C'est un jeu qui est vraiment axé sur ça. C'est là-dessus qu'on va faire des points. Et c'est ça, si on a des personnages qui sont peut-être plus axés vers ça, ça peut nous aider. Mais quoique je pense qu'il y a d'autres stratégies à avoir aussi avec peut-être avec les ressources pour produire plus d'argent puis au final aller faire plus de contrats. Là. Mais il y a vraiment cette stratégie-là de se dire faut que je produise de l'argent, j'aille au marché. Le marché est vraiment très intéressant pour justement aller vendre des ressources qu'on n'a pas besoin pour nos contrats, puis faire plus d'actions, parce qu'avec l'argent, c'est avec ça qu'on fait de l'action, qu'on va faire d'autres actions, produire, on va mettre d'autres éléments sur le plateau de jeu qui vont le faire produire plus de ressources. Donc il y a toute une mécanique très intéressante derrière ce jeu-là. J'ai vraiment apprécié, j'apprécie encore toutes les parties que je joue. Simple à expliquer, tout est là pour en faire un très bon jeu que j'ai hâte de rejouer à chaque fois. Puis donc Clans of Caledonia, aussi bon à 1 jusqu'à 4 joueurs, sans problème. Donc, puis je pense que je l'ai joué à toutes. Non, je pense qu'il me reste juste à 2 joueurs que je vais essayer d'ailleurs. Demain, au moment que j'enregistre la vidéo, là, que je vais essayer à 2 joueurs également pour voir qu'est-ce que ça en dit. Aussi pour Clans of Caledonia, qui est mon numéro 1 des jeux de 2017. Alors, ça fait le tour là, des jeux de 2017. Et là, je réenregistre ce que je venais de dire. Et puis, je viens de me rendre compte qu'il y a une erreur qui s'est glissée dans mon top 10. The Colonist n'est pas sorti en 2017. Il est sorti en 2016. Pourquoi j'ai une petite erreur sur ça ici? Donc, mon numéro 6 n'est pas The Colonist parce qu'il n'est pas là. Donc, tout est décalé. Et bon, je pourrais bien vous donner mon numéro 10 qui va être Ex Libris, là, qui faisait presque mon top 10. Donc, au numéro 10, je place Ex Libris. C'est une belle expérience que j'ai eue avec ce jeu-là en 2017. J'ai hâte de le ressortir. Ça fait un petit bout déjà, là, peut-être un mois ou deux que j'ai pas joué. Puis, tellement le fun, autant en solo qu'en multijoueur, comme je disais auparavant. Donc, désolé pour cette petite erreur-là. Vous avez peut-être dû remarquer là, quand j'ai dit The Colonist, c'est-tu sorti en 2016? Ben oui, c'est sorti en 2016 et non en 2017. Je me suis reposé la question tantôt. Puis, effectivement, donc désolé pour cette petite erreur, mais je pense qu'au final, le but ici, c'est de parler des jeux, vous donner le goût de jouer à ces jeux-là ou vous dire ce que j'en ai pensé, puis ça peut des fois vous éclairer un peu plus si jamais ça vous intéresse ou pas d'en faire l'acquisition, d'en faire tout simplement l'essai de ce jeu-là. Donc, ça fait le tour de tout ça et on va pouvoir passer au projet québécois de l'épisode. Alors, pour le projet québécois de l'épisode, j'ai fait une petite exception parce que j'avais promis à mon ami Titibo, qui est un abonné de la chaîne et puis avec qui je discute à plusieurs occasions, qui est un amateur de jeux solo et qui est malheureusement français. Non, c'est une blague, mais il vient de la France et habite en France également. Et puis, mais il a débuté un site web entièrement dédié aux jeux solo où on retrouve plusieurs références, aussi des nouvelles variantes pour des jeux qui n'ont pas de variante solo, des liens vers vidéo à moi, vidéo à Martin de la Société des jeux et de Martin de la zone jeux de société. Aussi des variantes que lui-même a créées, qui sont écrites, qui sont détaillées. Donc, vous avez beaucoup de contenu. Si vous êtes amateur de jeux solo, je vous invite à aller voir ça. Si vous m'écoutez, il y a des bonnes chances que vous aimez ça aussi, les jeux solo, parce que j'en parle quand même souvent, ou je vous en ai donné le goût de le faire également. Donc, je vous invite à aller voir ça. C'est sessionsolo.com. sessionsolo.com, donc sessionsolo.com. Je vais mettre le lien aussi là, dans la description du podcast et sur la description de la vidéo dans YouTube, dépendant où vous l'écoutez.
Donc, je vous invite à aller voir ça, plein de références, plein de jeux avec des variantes solo qui soient officielles ou non. Vous allez retrouver plein d'éléments sur ce site, donc sessionsolo.com. Alors, c'est ce qui conclut ce 35e épisode du podcast de Board Game Québec. J'espère que vous avez apprécié cet épisode entièrement dédié aux jeux de 2017, les jeux que j'ai joués, ainsi que mon top 10. Les prochains épisodes vont être, comme j'ai mentionné, là, une fois par mois, donc au courant du mois de février. Là, je ne donne pas de date précise. Parce que bon, ça m'allège un peu ma tâche et puis je veux avoir du plaisir à le faire, donc et pas être contraint. Là. C'est ce qui est vraiment difficile avec le podcast. Je lève mon chapeau à tous les podcasteurs d'ailleurs, d'être très régulier. Mais là, en plus des vidéos que je fais, je me rends compte que c'est une tâche assez lourde, puis un nouveau travail et tout, donc ça demande beaucoup de temps, mais j'ai tellement de plaisir à le faire. Et donc, je voulais trouver une autre façon de partager tout ça via podcast parce que ça me tient à cœur de partager via ce mode que j'aime écouter des podcasts, donc j'aime ça en faire aussi. Et donc, sur ça, comment nous rejoindre tout simplement via Facebook, Instagram aussi, que je recommence à publier des trucs. Sur YouTube, j'ai la chaîne YouTube avec près de 150 vidéos. Les podcasts, en ce moment, vous pouvez aller sur iTunes, soit sur le site aussi de boardgamequebec.com, sur Balado Québec et autres plateformes RZO également. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sur ces différentes plateformes de podcasts et sur Google Play Music également. Donc, il y a plusieurs façons d'écouter tout ça. Et sur ça, je vais vous inviter soit à aller vous liker la page Facebook, vous abonner à la chaîne YouTube, etc. Si ce n'est pas déjà fait. Et je vais vous dire à la prochaine fois, au mois prochain pour les auditeurs du podcast. Et à très bientôt si vous écoutez aussi d'autres vidéos sur la chaîne. Donc, merci encore d'avoir écouté. Et je vous dis bye bye, à la prochaine.